Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? C'est la première émission de 2022. On lance ça en force avec Joanie Riendeau, l'extraordinaire grande dame de l'actualité régionale. Bonjour Joanie. Bonjour Pierre, tu me flattes toujours plus que mon ego le demande. C'est très gentil. Ah, mais... Je travaille avec toi, fait que faut bien. Hey, bonne année! Bonne année, Monsieur Télé-Québec a commencé une émission à Télé-Québec. Ah oui, une belle opportunité qui s'est présentée à moi, là. Comme vulgarisateur scientifique, spécialiste des sciences sociales. Ben, félicitations pour merci, ce nouveau projet. C'est gentil. C'est vraiment le fun. Je n'ai que des bons commentaires. J'ai hâte moi-même d'aller écouter un de tes épisodes. Ceux qui veulent le regarder, c'est l'émission C'est humain à Télé-Québec. Là. Vous pouvez aller me revoir. Je suis dans l'épisode 5 avec Christian Bégin. Bon. Hein, les plugs sont faits. Je ne sais même pas si j'ai le droit de faire ça. Bon, hey, prêt pour 2022? Je te souhaite du bonheur, je te souhaite de l'espoir, je te souhaite que tout semble beau et facile et je te souhaite moins de coronavirus dans ta vie. Ah, merci beaucoup. Moi, présentement, je suis en train d'écouter un livre audio qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre. Et une des phrases qui me marque, c'est « La vie est une série de problèmes ». Donc, je te souhaite des problèmes que tu veux gérer. Je te souhaite des défis. La capacité à gérer aussi. Je te souhaite des défis pour te rendre dans les objectifs que tu veux avec la santé afin de les parcourir avec fierté. C'est beau. Tu aurais juste dit bonne année, j'aurais compris la même chose. Hey, on va se lancer immédiatement dans quelque chose. Un sujet qui est sorti dans les dernières semaines, probablement suite à ce qui s'est passé dans le secteur de Péribonka, mais on va parler du secteur Vauvert et des coupes forestières dans le secteur Vauvert. Moi, je dois vous dire que je connais beaucoup le secteur Vauvert. J'y ai habité jusqu'à ce que j'aie 19 ans. Donc, une dizaine d'années là, où mes parents ont habité, ils ont habité plus longtemps que ça, mais où moi, j'ai habité, puis ensuite, je revenais chez mes parents. Et je me suis promené beaucoup dans ces forêts-là. C'est un lieu extraordinaire qui n'était pas vraiment mal et peu développé pour la villégiature. Dans le sens, maintenant, il y a des sentiers de ski de fond et des sentiers qui ont été... à l'époque, c'était pas le cas. Avec le parc régional des Grandes-Rivières. Oui, mais je me rappellerai toujours quand ils ont dit on va commencer à couper un peu de bois pour faire du ménage dans la forêt. Un an plus tard, il y avait un chemin large pour faire passer, écoute, 4-10 roues. Et à tous les kilomètres, il y avait des zones déboisées pour que les camions puissent se retourner. Ça a dévasté ce territoire-là, qu'on était peut-être très peu à connaître. Mais maintenant, je comprends qu'il y a des gens qui font attention. Cette forêt-là, elle est intéressante et on pourrait la développer autrement que par des coupes forestières en exploitant en fait son potentiel touristique. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a plusieurs éléments dans ce que tu viens de dire. Dans l'exploitation forestière, lorsqu'on parle des coupes qui ressemblent à des coupes à blanc, parce que des coupes à blanc, ça n'existe plus. On laisse quelques arbres, on laisse des choses pour que la nature se refasse, mais ce qui ressemble à des coupes à blanc, bien, ça se fait plus dans les zones urbaines. Ou si ça se fait, c'est dans les plus petites fonctions. Le secteur Vauvert a beaucoup misé sur le fait que c'est la campagne en ville. Okay? C'est rattaché à la ville de Dolbeau-Mistassini. Il y a un beau secteur touristique. Puis, il y a aussi un autre élément. Il y a des espaces agricoles, mais il y a aussi un espace protégé pour certains animaux qui sont plus des marais près de la pointe Vauvert. Donc, il y a beaucoup d'éléments intéressants. Moi, ce qui m'inquiète dans l'idée d'une coupe forestière, j'ai pas vu exactement c'est quoi la recherche, mais moi, ce que j'ai rencontré, c'est des bûcherons, des gens qui sont des travailleurs forestiers, mais qui, à la place d'avoir des grosses machineries ou des grosses équipes, puis une recherche d'efficacité, il y a une recherche d'efficience, une recherche de pérennité de la forêt. Donc, au lieu d'arriver avec les grosses machineries puis de dire, bon, ben, on va adapter la forêt à la machinerie, bien, on va adapter la machinerie et l'équipe à la forêt. Donc, y aller avec les arbres qui sont les plus vieux. Donc, un à la fois, ça prend plus de temps, ça prend plus de moyens, mais comme ça, la forêt n'est pas dévitalisée. La forêt reste quand même visuellement accessible, mais on parle de 3-4 personnes, travailleurs forestiers, qui déplacent avec des plus petits équipements, puis qui, à place d'avoir une grosse coupe, bien, ils sont attitrés à ce territoire-là. C'est souvent des travailleurs forestiers qui sont proches de la retraite puis qui disent « Non, moi, je vais rester sur ce territoire-là, puis à chaque année, je vais spotter les arbres, je vais les couper, puis mais là, c'est pour ça qu'il est arrivé à Vauvert. Bien, c'est ça. C'est pour ça que... Parce que moi, je veux dire, là, peut-être maintenant, c'est ça, mais je veux dire, ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années là, à Vauvert, là, ça n'a pas été ça du tout. Bien, c'est là que c'est une nouvelle méthode
dans le fond, c'est pas une nouvelle méthode, c'est que ça a été utilisé longtemps, mais par les propriétaires, les travailleurs forestiers qui ont fait sur leur propre terrain. OK. Puis c'est pour ça que je me demande, on a tellement de professionnels dans le domaine forestier dans la région, parce qu'on est quand même, c'est un de nos créneaux d'excellence Absolument. au niveau régional. Pourquoi on ne serait pas capable de repenser notre manière de vivre nos forêts de proximité? Au lieu de regarder avec des gros constructeurs, des gros fournisseurs comme Résolu, comme d'autres entreprises forestières, bien de regarder à la place de donner des mandats à des plus petites entreprises au lieu de dire une exploitation du bois, mais une exploitation de la forêt dans le sens où que ça reste un milieu de vie. Bien, il y a des gens, là, il y a de plus en plus de gens qui habitent là-bas. Quand mes parents sont allés s'installer là-bas, là, m'a dire, il y avait très peu de permanents. Maintenant, il y en a beaucoup. On est en train d'exploiter même les deux côtés, pas rien que le côté sur le bord du lac, mais d'autre côté du chemin. Donc, ça prend aussi des zones pour avoir accès à l'eau pour ces gens-là. Là, on est en train de transformer, en fait, ce lieu de villégiature en un quartier. Là. Les travailleurs forestiers en question, c'est des gens beaucoup plus compétents. C'est pas juste comme peut-être parce que c'est un travail méconnu. C'est pas genre, je spot, on prend ça, puis on coupe, puis on classe après. Non. Les travailleurs forestiers, il y a des ingénieurs forestiers, il y a des biologistes qui travaillent avec eux. Donc, tu peux regarder quel arbre vaut plus la peine, qu'est-ce qui va pérenniser, comment on peut l'exploiter. En le voyant sur l'angle de l'entretien de la forêt afin de rester un lieu de villégiature, un lieu habitable, un lieu qu'on peut côtoyer à tous les jours, versus une exploitation forestière où la seule valeur, c'est le bois. Pourquoi? Nous, qui est un territoire de valorisation du bois, où qu'on a une fierté en disant on vit du bois, on ne pourrait pas être encore plus avant-gardiste avec notre municipalité en disant on regarde notre forêt comme un lieu touristique et oui, on exploite le bois, mais à plus petite échelle afin qu'elle reste plus longtemps et qu'elle soit cohabitable avec le milieu touristique et le milieu de l'habitation. Je suis tellement d'accord avec toi, là. Je veux dire, on se targue de dire aux gens qui, tu sais, genre Greenpeace de ce monde, qui disent l'exploitation forestière est mauvaise au lac Saint-Jean, mais on dit non, venez voir! Ben écoute, on peut-tu le faire aussi chez nous à l'intérieur de la municipalité? Ben oui, il faut à proximité, parce qu'on a quand même un CFP en exploitation forestière. On a plusieurs, oui, il y a énormément de grosses machineries parce qu'on est à proximité des grands territoires peu habités. Pas non habités, mais peu habités. Et là, c'est normal d'avoir des exploitations qui ont plus d'envergure avec la machinerie qui a plus d'envergure. Mais lorsqu'on est dans des éléments de proximité, y a-t-il la possibilité à ce moment-là de se dire « Hey, on repense notre façon d'entretenir la forêt ». Parce que là, c'est pas une exploitation forestière, c'est comment entretenir la forêt afin d'avoir une économie circulaire. Comment tu peux utiliser le bois qui, de toute façon, va mourir ou nuit à d'autres espèces ou autres, à plus petite échelle, pour l'entretenir afin qu'elle soit aussi utilisable touristiquement. À long terme aussi pour les générations futures. Tu sais, quand on parle, par exemple, de pénurie de main-d'œuvre ou de reconnaissance des professionnels ou reconnaissance des créneaux d'excellence, ça serait-tu un beau projet, par exemple, de dire bon, bien, la ville, on va trouver on va proposer à une entreprise ou à un pré-retraité ou à une personne tout seul, puis dire, on te donne ça. C'est toi qui dois l'entretenir, c'est toi qui vas la légiférer, puis tu t'occupes de vendre le bois, à condition que ça soit encore exploitable touristiquement, à condition que... Donc là, tu sais, je pense à tellement de gens qui ont de la misère à avoir l'accès à la propriété, que ça serait génial de dire, OK, moi, dans le fond, dans mon bail, dans mon contrat d'achat, je dois entretenir la forêt. Je n'ai pas le droit d'en faire ce que je veux. J'ai le droit à un petit terrain là-dedans, mais mon travail, c'est d'entretenir la forêt autour afin que ça soit bien entretenu. Ça peut être une économie importante, c'est avant-gardiste, c'est une pérennité tout en utilisant le bois. Parce que le bois qui meurt en forêt, c'est moins écologique que le bois qui est utilisé dans la fabrication, dans le papier et autres. Donc, il y a une façon, au lieu de regarder en gras, genre, cette forêt vaut tant au niveau du bois qu'il y a dedans, dire cette forêt vaut tant au niveau de la qualité de vie de nos citoyens. Bravo, je suis parfaitement d'accord avec toi et c'est rare. Pas tant. Mais ça reste quand même que, essayons de regarder avec un regard beaucoup plus avant-gardiste. Puis, au lieu de se dire, tu sais... Profit à court terme, voyons ça pour la qualité de vie à long terme. Où il y aura du profit aussi, mais peut-être moins, plus étendu. Je regarde même pas au niveau du profit, je parle au niveau de la pérennité. Parce que c'est une ressource renouvelable.
Mais toute ressource renouvelable a besoin d'un temps de régénération. Mais je suis d'accord, c'est juste que si on veut faire de la pérennité, il faut aussi enlever l'idée de hey, on va faire de l'argent avec le bois. Il ne faut plus que ça soit l'objectif de faire de l'argent avec le bois. Le bois, on va faire de l'argent avec, mais on va gérer la forêt différemment. Bien, c'est moi, je vois ça comme le bois est un profit supplémentaire. Exactement, oui, oui. C'est pas le profit initial, c'est le profit supplémentaire. On a un profit pour notre diversité écologique, on a un profit pour notre utilisation touristique, on a une augmentation de la valeur ou un maintien de la valeur des habitations à proximité de ces forêts-là. Et en plus, on est capable de réutiliser le bois intelligemment qui a été utilisé dans une exploitation forestière à plus petite échelle, mais qui va beaucoup plus pérenniser dans le temps. Voilà. Bon, mais on va partir de Vauvert, hein? On va prendre la route puis on va se rendre jusqu'à Péribonka. Péribonka, on sait, hein, toutes les approbations, on les a depuis 2020 pour transférer le musée Louis-Aymon dans le nouveau centre-ville de Péribonka. C'est un travail extraordinaire fait par M. Richard Hébert et Guylaine Proulx, la nouvelle mairesse, et bon, toute l'équipe là-bas. Maintenant, là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un dépassement de coûts à cause de la COVID. Ça, j'ai un peu de misère à comprendre. Et que là, on n'est pas capable, en fait, on a construit la caserne de pompiers, l'espace, on a transféré la maison Samuel Bédard, mais on n'est pas capable de transférer le musée dans l'église parce que là, on manque d'argent. Les gens à Péribonka ont de l'air, je les entendais matin d'entrevue, ils ont de l'air complètement exaspérés. Puis du côté du gouvernement, on dit, ça va se régler, attendez un peu, là, mais là, il faut trouver l'argent. Au cours des 2 dernières années, augmentation du bois d'œuvre, diminution du nombre de personnes qui peuvent travailler, dû au vaccin, dû à la maladie. Donc, il y a énormément de choses qui ont fait qu'au niveau des coûts, ça l'a augmenté. Entre la construction d'une caserne, alors que celle qu'il y avait n'était pas en état, les autres bâtiments, selon moi, restaient quand même prioritaires pour la municipalité. Oui, il y a une écœurantite aiguë. Puis oui, manquer le timing du retour post-COVID. Pour l'été prochain. Là, pour l'été prochain, je comprends que c'est enrageant. En plus que avec l'attraction touristique qu'on a avec le sentier du 49e parallèle qui passe quand même à proximité, donc le tourisme hivernal et le tourisme estival qu'on a maintenant dans le territoire, je comprends que c'est enrageant pour les citoyens de dire on se prive de tout. Je comprends. Cependant, c'est vrai qu'il y a un dépensement de coûts qui est possible. L'augmentation du prix du bois, comme je les ai énumérés, la main-d'œuvre, l'essence. L'essence, ça va être un autre sujet pour aujourd'hui. Mais ça reste que le fait aussi que c'est pas l'ancien musée Louis-Aymon n'est pas à l'abandon. Il n'y a pas une obligation d'utilisation. Ça veut dire que tous les équipements, tous les éléments sont encore protégés, sont encore respectés. Puis présentement, le musée n'est pas en fonction à pleine capacité. Donc, ça reste quand même, oui, c'est enrageant, oui, un dépassement de coûts, mais tout a dépassé les coûts. Si vous avez fait des rénovations à la maison pendant la COVID, tout est un dépassement de coûts. L'épicerie, tout est plus cher. L'essence est plus cher. Tout est plus cher. Donc, c'est normal que des projets d'envergure qui vont avoir aussi un grand impact, parce que pour moi, c'est un investissement pour Péribonka, bien, c'est normal qu'on le voit aussi sur le prix. Tu sais, il ne faut pas oublier que Péribonka, selon moi qui est une nouvelle arrivante, OK? Ben là, ça fait 5 ans que tu dis ça, là. Oui, mais ça veut dire que 5 ans, tu sais, les gens peuvent se sentir nouveaux arrivants pendant longtemps parce que tant qu'on n'a pas... Tu sais, là, moi, j'ai une génération. Donc, ma fille, elle, c'est pas une nouvelle arrivante, tu sais. Mais pour moi, Péribonka, c'est notre porte touristique. Ben, une de nos portes. Tu sais, une de nos portes d'entrée dans notre... Dans la MRC Maria Chapdelaine, c'est Péribonka, Normandin-Dolbeau. C'est les 3 portes par la route qu'on a. Donc, on parle quand même de la porte entre Lac-Saint-Jean-Est, donc la véloroute et autres, pour se rendre jusqu'à Maria-Chapdelaine. C'est le premier coup d'œil, ça a un impact important. Donc, moi, je pense que c'est aussi un excellent investissement d'avoir fait ce projet-là. Il ne faut pas le remettre en question. C'est impressionnant. Donc, moi, j'ai hâte de voir le fini, puis je veux être là à l'inauguration, Monsieur Hébert, si on doit avoir des places, entendez mon appel. Mais ça reste quand même que, oui, je comprends l'exaspération, mais ça va se replacer. On a vu des fluctuations dans le prix du bois. On a vu aussi que la puissance des citoyens, lorsqu'ils se mettent ensemble pour parler au niveau des politiques, on l'a vu dans plusieurs dossiers, donc on va pouvoir parler au cours de l'émission, bien, ça fait avancer les choses. Donc, je comprends l'exaspération.
On prend tous notre mal en patience. Autant On nos va y petits arriver. projets, les moyens, On va faire les une gros. belle ouverture là, à la fin du printemps. Je dis ça, là, je sais pas, mais j'espère. Bien, peu importe le moment, OK? J'ai vu beaucoup de projets avec le sentier du 49e parallèle que les gens ont fait comme « Ah, c'est l'ouverture, je me dépêche », puis finalement, ils ont ouvert, mais quelque chose de pas fini. Ouais. Je préfère mieux, vaut mieux, tu sais, tout le monde va être dans l'ambiance « Hey, on va ouvrir, puis on va en profiter, puis autres. » Vaut mieux manquer sa shot d'ouverture avec le timing de tous les autres, avec quelque chose qui est de dire « OK, on n'ouvre pas parce qu'on n'est pas top-notch », que d'être pas top-notch, puis le premier avis que les gens ont, bien, ça fait que même si t'es top-notch d'après, ça marche pas. Oui. Ce qu'on comprend ici, c'est le mot top-notch, hein, qui est en un français impeccable. Oui, c'est intéressant, c'est intéressant. Ben, on va voir, on va suivre ça de près. Enfin, c'est pas terminé cette histoire. Maintenant, on va parler des promenades du boulevard qui ont des problèmes financiers. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec les promenades du boulevard? Bien, j'ai appris ça, moi, cette semaine, que les promenades du boulevard sont sous la protection de leur banque. Okay. La loi de la protection de la faillite? C'est pas ce que j'ai lu. Présentement, c'est que la banque des promenades du boulevard a exigé à l'organisation une restructuration complète. Donc, l'équipe des promenades du boulevard a 2 bâtiments, donc un de 30 entreprises à l'intérieur. Donc, pas 30 entreprises, mais 30 locaux. 30 locaux parce qu'il y a des appartements, il y a plein d'autres choses là-dedans. Donc, c'est quand même assez important parce que c'est le centre d'achat de l'Ouest-Mistassini. Pourquoi ça se rend jusque-là? Tu sais, on parle quand même, il y a beaucoup de centres d'achat à travers la région qu'on n'a pas conscience, mais qui appartiennent à des multinationales. Soit à la ville, parce qu'il y a un centre d'achat à Saguenay, je ne pourrais plus le dire lequel, qui appartient à la municipalité, ou encore à des grosses entreprises internationales ou pan-canadiennes. Alors que les promenades du boulevard, on parle quand même d'une entreprise locale. On ne parle pas d'une grosse entreprise, on ne parle pas d'une grande chaîne. C'est difficile. Ils ont peut-être les reins moins solides, justement, qu'une entreprise internationale pour gérer les déficits ou les problématiques. Ils ont les reins moins solides, mais le fait que les reins soient moins solides fait aussi qu'ils en demandent plus à leurs locataires. Donc, les locataires, eux aussi, ils n'ont pas les reins solides présentement. Non. Donc, ils s'en vont. On se retrouve dans une roue qui tourne qui est très désagréable, pour ne pas dire qui vise au dépérissement de ce projet quand même ambitieux. Là, ça fait moins de 50 ans, à ce que j'ai compris, cette installation-là. Donc, on parle quand même d'un symbole qui est en décrépitude dû à une crise qui était déjà présente, qui était les gens qui achetaient de moins en moins dans les entreprises locales, qui a été en plus accentuée dans le cas de la COVID. Donc, on parle vraiment d'une situation qui est dramatique. Puis, j'entends beaucoup de gens autour de moi dire « Bien là, les loyers sont chers. » C'est normal. Les loyers sont chers. Tu as un centre d'achat, tu n'as pas à déneiger. Il y a plein de choses. Mais ils ne sont pas juste chers. Les assurances. Il ne faut pas oublier qu'une entreprise qui s'en va là doit assurer tous les autres commerces en cas d'incendie dans son commerce. Plus les autres appartements, parce qu'il y a un deuxième étage, il y a des appartements, il y a des sous-sols aussi où il y a des installations, des shops de tatou et autres. Donc, il faut que toi t'assures, en tant qu'entreprise, toutes les autres. En cas de dommages qui viennent de bord. On ne pourrait pas faire une assurance collective du centre commercial où chacun fournit une partie? Présentement, Deloitte est en train de travailler à la restructuration de cette façon-là. Okay. Tu sais, il ne faut pas oublier que présentement, les promenades du boulevard, c'est un entrepreneur local ici. Puis je pense qu'il y a maximum 3 employés à temps plein pour ça. Donc, c'est pas beaucoup. Tu sais, on parle... Puis quand je parle à temps plein, on parle quand même... On inclut les personnes à l'entretien ménager, là. Donc, on ne parle pas d'une grosse équipe qui essaye, là. Tu sais, ils vont avec les moyens qu'ils peuvent dans un bâtiment qui, moi, me donne l'impression que ça a été fait à va-vite. Parce qu'il y a des courbes et autres. Ça a son charme. C'est pas celui que moi j'apprécie, mais on reste quand même qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont trouvées à l'intérieur que moi je côtoie très régulièrement. Donc, ça reste... On parle du cœur de Dolbeau-Mistassini, qui est devenu le cœur de Dolbeau-Mistassini. Cœur commercial. Un cœur commercial. Tu as raison. On parle aussi que c'est juste à côté des belles lumières qu'on a au-dessus du boulevard Wahlberg, à côté des installations, c'est devenu un symbole. Avec la COVID, il y a eu des spectacles qui se faisaient en avant. Il y a plein de choses qui rentrent en compte.
Puis pendant l'Halloween ou pendant les marchés, on pouvait faire le tour. Donc, ça fait partie de la culture locale. Moi, ce qui me fait... Ça me fait questionner. J'ai pas peur, mais je suis pas soulagée. Là, on est rendu avec un gros bâtiment. On peut pas revenir en arrière puis le retransformer en rue. On pourrait, mais ça serait contre-productif, j'ai l'impression. Il y a beaucoup des entreprises qui sont au centre que c'est celles qui marchent le mieux. Oui. Il y a des entreprises qui font le milieu de la rue, là. Mmh. Donc, on peut pas revenir en arrière. Ça serait contre-productif. Ça coûterait énormément cher. Oui, c'est ça, clairement. Puis, tu sais, c'est pas beau en dedans, selon mon avis. Il y en a peut-être qui aiment ça, mais selon mon avis, c'est pas beau en dedans. Mais c'est pas mieux dehors non plus. Tous les bâtiments collés, pas d'espace, avec des gros stationnements. Les ruelles font dur. Ben, le derrière, là, où il y a les parkings. L'extérieur. Oh, ouais, ça fait... L'extérieur, parce qu'il y a juste les deux bouts que c'est beau, parce que les autres, ces côtés... C'est mon avis personnel, je ne suis pas urbaniste, je ne suis pas architecte, mais je trouve que ça fait très... Mais clairement, eux autres non plus. C'est très éclectique, on va dire ça comme ça. C'est pas mon style d'éclectisme que j'aime, mais ça reste quand même que... On parle quand même d'une grosse instance à Dolbeau-Mistassini qui est à risque. Est-ce que ça va faire comme le centre d'achat à Mistassini, qui a perdu des grosses entreprises puis qu'on voit des espaces tomber en décrépitude? J'ai peur de ça. On va souhaiter que non. Et puis, moi, je vous dirais, un des secrets, bien, c'est d'investir chez nous. Donc, acheter chez vous. Achat local, achat local, achat local. On le dit beaucoup. Non, mais... Bien, c'est là que moi, je suis d'accord et pas d'accord en même temps. Bon, mais donc, t'es bizarre. Je suis bizarre. Je suis tempérée. L'achat local dans les entreprises qui vous répondent, OK? C'est pas normal que pour vous, ça soit moins compliqué de dire « c'est beau, je vais le commander par Amazon, je vais attendre 2 semaines pour avoir mon livre », alors que pour 2, 3, maximum 5 $ de plus, tu l'as immédiatement avec un conseil d'une libraire. Plus, avec le site Les Libraires, c'est toutes les librairies indépendantes au Québec, je veux dire, c'est pas plus long et pas plus cher que de le commander on a la par librairie Amazon. Hamster, la librairie centrale, qui peut te dire « Hey, moi, j'aime tel auteur, puis c'est des vrais professionnels, ils sont vraiment le fun, puis tu as des idées cadeaux. » La Galerie du Jouet. Saviez-vous que la Galerie du Jouet d'Olbeau-Mistassini est la seule qui ne fait pas partie, qui n'est pas le même propriétaire que les autres à travers la région? Non, je savais pas. Donc, ils sont autonomes, ils ont la même marque de commerce, mais c'est pas le même propriétaire. Donc, on parle quand même... On trouve pas ça dans plein d'autres villes, là. OK? On trouve ça, oui, mais il n'y en a pas à Saint-Félicien de la Galerie du Jouet, là. Mais il n'y en a pas non plus à La Tuque. Si on veut comparer une ville de la même grosseur, là, La Tuque, il n'y en a pas. C'est dans un ancien club vidéo qui ont juste une petite section, puis ils n'ont pas autant de choix, ils n'ont pas autant d'affaires. Donc, on parle quand même, c'est pas des méga-centres. On parle quand même de boutiques spécialisées, puis on a aussi à l'intérieur du même centre commercial un espace que moi j'appelle les magasins de tout à petit prix, Rossi. Où que ça permet d'avoir ce qu'on a de besoin. C'est pas la top qualité, mais on a tout ce qu'on a de besoin. Il y a du linge, il y a des affaires de cuisine, des rangements, il y a des affaires de laiterie, il y a tout ce qu'il faut à un prix plus petit. C'est pas un Walmart, c'est pas un Target, mais ça reste quand même là. Donc, acheter local, oui, quand on peut. Il faut prendre la valeur de la livraison. Est-ce que ton 2 piastres d'économie vaut le gaz, le carton, toutes les affaires que des entreprises se fendent pour acheter en gros, pour économiser au niveau écologique, puis faire de l'emploi ici, en plus de développer l'expertise? Parce que, tu sais, les gens au service à la clientèle, là, c'est pas juste comme « Hey, c'est beau, je te passe à la caisse ». Ils apprennent sur leurs produits, ils sont là pour conseiller. Donc, tu sais, tu n'as pas le travail d'un conseiller sur Amazon. Non. Mais si tu ne le trouves pas ici, j'ai vu beaucoup d'employés dans ce centre d'achat-là qui faisaient comme « Je peux bien te le commander, mais je vais faire la même affaire que toi, puis je vais te faire payer 3 piastres de plus. » Mais ça, je trouve ça un peu désolant parce que ça m'est arrivé cette semaine. Je cherchais un produit, j'ai fait 4-5 boutiques avant de le trouver et tout le monde me disait « Commande-le en ligne. » Voyons. Mais là, vous nous gueulez après depuis combien d'années achat local, et quand on vous demande des conseils, vous nous dites « Achète-le en ligne. » Moi, je trouve que là, il y a un message qui ne marche pas. Bien, c'est le défi des magasins au détail. Le magasin au détail doit commander à l'avance en prévision de ce que les autres vont acheter.
T'sais. Non, mais je pense qu'ils sont capables de le commander, ils sont capables de le faire. Mais il y a des boutiques qui me disaient, ce produit-là, là, je l'ai, mais tu peux juste l'avoir si tu commandes à notre centrale en ligne. Je ne l'aurai jamais en boutique. Ben, voyons, c'est donc bien... On est rendu là? Parce que moi, j'ai le goût que tu m'en parles, j'ai le goût que tu me conseilles, j'ai le goût de t'écouter, j'ai le goût de comparer, j'ai le goût de toucher. Puis là, tu me dis que non, je peux pas, il faut absolument que je le commande en ligne. Je trouve ça étrange, excusez. Bien, on perd la relation sociale, on perd le... Donc, c'est pour ça que, tu sais, pour ça, je suis mitigée. Au lieu d'acheter sur Amazon, vous parlez avec quelqu'un de Sport Expert, puis il dit, moi, je peux juste le commander-le sur Sport Expert, pas sur Amazon. Tu sais, commandez-le chez Hamster, pas sur Amazon. Commandez-le sur le site du fournisseur des grosses entreprises. Puis les petites entreprises, ils ont du stock, puis s'ils l'ont pas, ils vont pas te recommander. Ils vont essayer de te trouver une solution équivalente ou mieux maintenant, locale. Ben oui. Puis ils vont te répondre ça seulement si ils sont pas capables de répondre à ta demande avec ce qu'ils ont en stock. Tu sais? Et voilà. Tout est dit, tout est dit, tout est dit, tout est dit. On va faire un petit dernier sujet avant la pause. Je veux qu'on parle des serres toundra et de la pollution lumineuse. Écoute, j'en avais entendu parler. Je sais c'est quoi la pollution lumineuse, etc. Mais quand j'ai vu les images, j'ai fait aïe aïe. On voit les lumières de Dolbeau-Mistassini. Ah non, c'est l'enfer. Dans le sens, c'est impressionnant comment ça fait de la lumière la nuit, là. C'est pas bon pour l'environnement, tu sais. Oui, ça change le rythme diurne-nocturne là, des chez les animaux à animaux, proximité. chez les plantes. Chez les plantes qui ont eux-mêmes dans leur Ouais. serre, puis ceux qui sont à proximité, ça nuit. Tu sais, dans la même ville, on a un club d'astronomie. Peux-tu te dire qu'ils doivent être à propos du fait qu'ils ne peuvent pas profiter du ciel comme ils pouvaient? Tu sais, c'est quand même assez important. Il y a une perte d'énergie parce que la lumière qui part, c'est une lumière qui part alors que les plantes en ont besoin. Là. Il y a ça aussi. Ça nuit à l'aspect visuel. Je vais chercher ma fille à la garderie à Albanel, OK? C'est même pas dans le village d'Albanel, là. C'est chemin de Pronovo, là. Tu sais, je fais juste sortir de Dolbeau, je tourne, OK? Et je les vois. Puis je les vois pas juste à un petit point, là. Je les vois, ça prend une grande place dans mon champ de vision sur le long. Donc, c'est un aspect très important. J'imagine pas les gens de Saint-Félicien. Essaye d'aller prendre une marche le soir. Mais... On parle quand même d'un groupe Facebook contre la pollution lumineuse de ça, qui en moins d'une semaine s'est rendu à 5000 personnes. Mais on fait quoi rendu là? T'sais, moi, je prends l'exemple. Moi, j'ai travaillé à New York pendant quelques années. Je veux dire, il fait jamais nuit, là. Dans le sens, mais les gens qui sont à New York choisissent. Non, mais c'est exactement. Là, il y a une question de... Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec ça? T'sais? Là, on ne parle pas d'un ensemble d'organisations, on parle d'une entreprise qui a... c'est une entreprise, une organisation qui fait une pollution lumineuse, l'équivalent d'un gros quartier à New York, OK? Ouais. Donc, c'est pas... On se concentre en quartiers. On parle d'un propriétaire, puis, tu sais, ce que j'ai su, c'est que pendant longtemps, on fait des périodes tests pour voir comment ça va aller pour les lumières, puis c'est juste une période test, après ça va changer. Mais ça fait une période test depuis 3 mois, 4 mois, 6 mois, là. Donc là, ça n'a pas d'allure. C'est plus la même affaire. Ça a pris combien de temps alors que déjà dans le projet, ils disaient on va mettre des toiles noires, ça ne sert à rien d'éclairer le soleil, là. Ça ne sert à rien d'éclairer la lune, là. Il n'y a aucun bienfait. La seule chose, c'est une économie financière sur la toile que tu payes une fois. Ouais. Alors que ça te fait des très mauvais voisins. Bien, c'est certain que ça crée du mécontentement, là. Puis, déjà, le projet crée du mécontentement depuis le départ. Il y a des gens qui en sont très fiers, qui vont le valoriser. Puis, il y a qui vont pouvoir acheter des produits locaux, etc. Ça, c'est intéressant, mais il y a tout ce côté-là, là. Au niveau de la main-d'œuvre, on a entendu au niveau, justement, là c'est la pollution lumineuse. Je trouve qu'ils ont beaucoup de prises à leur compte, les serres toundra. Tu sais, les serres toundra, c'est pas... Il y a des serres... Il y avait des serres... Bien, il y en a encore dans le coin de Québec. Il n'y a pas juste à Saint-Félicien. Puis l'étoile noire, là, présentement, ils disent, on l'a mis dans notre nouvelle section, mais on prévoit peut-être le faire sur l'ancienne, qui est encore plus grande. Ouais.
Non, là, c'est les voisins. Là, s'il faut se rendre jusqu'à la cour pour dire, si, par exemple, tu as ton voisin dans ta cour qui décide, ben moi, je mets un gros spotlight là, pour éclairer ma cour, mais ça fait que toi, ta nuit, ben Tu dors pas. tu dors pas parce que ça élimine toute ta maison. Ah, tant pis, c'est ta maison. Comme dans Non, il y a des recours. Ça va probablement se terminer soit devant les tribunaux ou soit par un décret ministériel. Ou encore qu'ils vont faire comme... Il va y avoir une menace d'aller dans les tribunaux, puis pouf, ça va être réglé une semaine. Ah, la magie des tribunaux. La magie de la justice. Merci beaucoup, mais c'est pas fini. On revient après la pause, mais là, c'est le temps d'aller se faire un café. La série documentaire Les artisans de la terre présente en un clin d'œil le quotidien de 8 producteurs agricoles du nord du Lac-Saint-Jean dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Au fil des saisons, nous rencontrons ces artisans, des fois pour échanger, d'autres fois pour observer, et toujours pour admirer l'effort et la passion qui les habitent dans leur travail de la terre. Découvrez différentes productions agricoles d'une façon simple, sans artifice, mais qui sauront vous captiver et vous surprendre. L'agriculture dans ce qu'elle a de plus vrai, authentique et grandiose. Cet été, la Télévision du Lac s'en va à la découverte des attraits touristiques de la MRC Maria-Chapdelaine. Avec mes collègues, on va se promener entre Notre-Dame-de-Lorette, Girardville et en passant par Debout-Mistassini, bien évidemment. Tourisme gourmand, hébergement, activités nautiques et encore plein d'autres surprises qu'on vous réserve. Embarquez avec moi. Cet été, c'est ma tournée. On est de retour, on a fait une belle pause et comme promis, j'ai un café. Ouais, yes, yes, yes. Donc, on reste dans la région, on veut parler du bilan migratoire positif, mais du jamais vu. En 30 ans que les informations sont recueillies par l'ISQ, l'Institut des statistiques du Québec, c'est le bilan migratoire le plus positif, le plus important au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tapons-nous dans les mains. Bravo! Faut bien qu'il y ait quelque chose de positif qui sort de la COVID. Hein? Bien, c'est très intéressant, c'est super le fun. Moi, en tant qu'agente Place aux jeunes, je vois aussi, on voit un bilan de migration. Souvent, on parlait de l'exode rural dans les années précédentes, mais là, on a un exode urbain dû à la qualité de l'Internet, dû à la qualité de vie, le coût des maisons qui est moins cher. Il y a plusieurs éléments qui font que les gens font comme « Ah, j'hésite ». Tu sais, il y a 2-3 ans, des projets pour venir s'installer en région, c'était du 2-3 ans. Ah, tu sais, j'y pense, me trouver une maison, c'était sur 2-3 ans. Là, maintenant, c'est 2-3 mois, si ce n'est pas 2-3 semaines. Donc, on parle vraiment qu'on a le Saguenay-Lac-Saint-Jean, un territoire ultra attractif. On parle, oui, bien sûr. Ça fait tellement longtemps qu'on travaille là-dessus, d'ailleurs, en plus, là. Oui, puis les solutions s'amplifient parce que là, maintenant qu'on a la rareté de main-d'œuvre, par exemple, Place aux jeunes en région, à la base, c'est un organisme de régionalisation des talents. Donc, c'est pas la main-d'œuvre en question, on voit vraiment comme un projet pour habiter le territoire. C'est ça le premier objectif. C'est pas une attraction de main-d'œuvre. OK? Donc, ça, c'est déjà à la base. Mais on parle quand même d'une augmentation importante avec une attractivité du territoire, puis ça reste que ça répond à des besoins de main-d'œuvre de jeunes professionnels. Ça fait une grosse différence. Et le bilan est intéressant, surtout par exemple pour Saguenay, qui a fait des chiffres records, dû à l'UQAR, dû à l'installation d'Ubisoft, dû à plein d'éléments. Le Fjord du Saguenay aussi, qui est un superbe territoire, mais qui ont
qui ont vraiment embrassé l'aspect écologique, Ben oui. l'aspect respect de l'environnement, développement durable sur l'ensemble du territoire avec l'ensemble des municipalités. Ça fait une différence sur l'attractivité d'un territoire. Absolument. Lac-Saint-Jean-Est, avec les drones, avec plein d'éléments, avec quand même, ils ont un CFP, un cégep, ils ont quand même des grosses installations très intéressantes, avec un centre de recherche sur l'agriculture. Domaine du Roi, avec des grosses entreprises, c'est plus relax. Domaine du Roi, Maria-Chapdelaine, c'est plus relax, mais c'est ça que les gens cherchent aussi. Donc, des projets qui grandissent à la hauteur des communautés grâce au soutien des communautés. Donc, on reste quand même un territoire ultra attractif, là. Il ne faut pas oublier qu'on est en compétition quand même avec la Gaspésie. Ben, avec le reste du Québec. Avec le reste du Québec. Mais tu sais, les grands noms qu'on entend souvent parler comme attractivité du territoire, on parle de la Gaspésie, les îles de la Madeleine, la Côte-Nord un peu plus, Bas-Saint-Laurent et son dur à battre, puis là, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, toute cette gang-là. Donc, c'est super intéressant. Ce qui m'intéresse, moi, il y a des augmentations plus importantes. Le territoire qui en a le moins, c'est, selon l'ISQ, c'est Maria-Chapdelaine. C'est la MRC Maria-Chapdelaine. Puis est-ce qu'on le sait si... Là on a un bilan migratoire, mais au niveau, dans le temps, là, est-ce qu'on a une belle perspective pour que ces gens-là restent? Parce que c'est pas juste de venir s'installer, là, on veut que ces gens-là restent. Il y a plusieurs éléments qui sont importants à prendre en compte. Parce que là, présentement, on a des stratégies de main-d'œuvre qui se créent. On a eu la hausse de PIWA en 2018, on a eu Passionnément Lac-Saint-Jean, on a plusieurs stratégies de main-d'œuvre qui ont popé, qui se sont développées. Il y en a qui sont morts dans l'œuf, il y en a qui sont devenus juste des trademarks. Puis là, il y en a une nouvelle qui s'appelle, c'est Développement économique 02 qui le prend, puis il n'y a pas encore de nom, mais le but, c'est de faire le Saguenay-Lac-Saint-Jean au complet. J'ai un problème avec ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'une stratégie de main-d'œuvre, on ne prend pas en compte l'ensemble des besoins du citoyen. Présentement, lorsqu'on entend parler de la stratégie de main-d'œuvre à l'interne, on parle quand même d'une organisation qui dit on veut des employés pour des entreprises. Où sont les logements? Où est la qualité de vie? Où sont les garderies? Où sont... il y a plusieurs éléments là-dedans qui font qu'on peut bien en attirer, mais on ne les gardera pas. Les entreprises peuvent être très attractives. Il y en a qui ont des bonnes pratiques de ressources humaines, il y en a des excellentes, puis il y en a qui sont médiocres. Il y en a que ça ne marche pas, puis que ça donne une mauvaise réputation à la région si la gestion des ressources humaines est faite de manière limite illégale dans certains cas. Donc, il y a beaucoup de choses à travailler en parallèle à l'attraction des talents. Présentement, ils disent d'aller chercher dans le recrutement à l'international. Mais par exemple, des organisations comme Portes ouvertes sur le lac qui aident à l'attraction de main-d'œuvre, qui sont immigrantes, mais qui sont déjà dans les grands centres à Montréal, pourquoi on n'investit pas dans ces énergies-là? Pourquoi on n'investit pas sur des gens qui veulent une meilleure qualité de vie, qui sont déjà à Montréal, qui ont déjà un statut? Tu n'as pas besoin de faire une enquête sur l'impact sur le marché de la main-d'œuvre, le marché du travail, EIMT. Ça, c'est il y a plein de processus que les entreprises vont devoir faire alors qu'on a déjà des gens que, oui, sont issus de l'immigration, mais qui sont déjà sur le territoire, qui connaissent déjà c'est quoi le froid, qui connaissent déjà les besoins. Mais comment on fait pour les attirer ici? Bien, il faut des logements, il faut des garderies, il faut une attractivité. Tu sais, par exemple, il y a des organisations, des bailleurs de fonds pour des organisations d'attractivité qui disent... Tu m'as dit de te couper après 5 minutes. on est pas mal dedans. OK. Bien, ça reste quand même... tu sais, il y a des bailleurs de fonds dans ces organisations-là qui disent on parle juste de l'emploi. Juste de l'emploi. Mais les gens ne viennent pas juste pour l'emploi. Un emploi, ils peuvent trouver ça partout. Puis c'est pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'on a les meilleurs salaires pour les domaines professionnels. Ce qui est payant, c'est pas une manière, c'est pas sur le pouvoir d'achat, c'est sur la qualité de vie. Donc, si, par exemple, le bailleur de fonds, ben moi, je te paye juste s'il se trouve une job, ben excuse-moi, mais mon candidat, c'est pas la job qu'il cherche. Donc, tu sais, il y a beaucoup de changements à faire sur une vision à long terme. Donc, oui, on a un bilan migratoire positif. Ça fait des années avec la stratégie migration, avec plusieurs stratégies qui avaient été faites, qu'on travaille fort pour avoir une bonne réputation. Puis l'équipe de Place aux jeunes en région, à travers le Québec, a une réputation d'être avant-gardiste, d'être humoristique, puis d'avoir des excellents résultats. C'est pas pour rien. Mais c'est pas juste attirer. Quand on parle d'un bilan migratoire, là, c'est pas un bilan de main-d'œuvre. C'est des gens qui viennent habiter, vivre. Vivre. Donc,
faut être attractif sur l'aspect de vivre, trouver facilement un logement, avoir une place en garderie, être capable de réseauter, avoir des éléments qui font la différence. Le centre Aquagym, ça, c'est un élément qui a fait une différence sur la rétention des talents. Donc, fait que là, je t'arrête. si on veut plus, si on en veut plus, si on veut garder un bilan migratoire positif comme ça, il faut arrêter de regarder on manque de monde, mais il faut dire où est-ce qu'on manque des ressources pour accueillir le monde. Ouais, c'est une très bonne analyse. Merci. On va s'en aller au niveau, on va rester un peu dans la région, mais on va aller à un niveau plus macro. On a eu des sondages. On sait qu'on est dans une année électorale au provincial. La CAQ trône avec des scores, écoute, jamais vus depuis quelques années. Là, on sent que ça commence à s'effriter tranquillement. Bon, il y a encore, selon le dernier sondage léger, 42 des intentions de vote, ce qui est beaucoup. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il est en train de se faire gruger un peu à gauche par Québec solidaire et pas mal à droite par le Parti conservateur du Québec, qui, entre autres, là, si on pense juste ici dans la région, est passé il y a un an, il y avait moins de 200 membres. Aujourd'hui, on est autour de 1500 membres. Donc, on voit, là, en ce moment, dans le dernier sondage, le Parti conservateur du Québec va chercher 11 des voix. C'est la même chose que le Parti québécois, là. Donc, on sent que la lune de miel, parce qu'on sait que ça se termine toujours, de la CAQ se termine. Est-ce que ça va les empêcher d'obtenir un deuxième mandat? On est encore loin de pouvoir analyser tout ça, mais on sent qu'il y a un écart en titre et que les gens, en fait, ce sont les mesures en fait, sanitaires, le sentiment d'avoir moins de liberté, d'avoir suivi le plan à la lettre depuis 2 ans, mais de toujours être en train d'en donner davantage. Puis l'impact de la COVID direct et indirect, par exemple, les restrictions sur le pass vaccinal, les gens qui sont plus au niveau du Parti conservateur, bien, on parle vraiment des gens qui sont plus réticents à se faire vacciner, peu importe la raison. Donc, on parle quand même d'une écœur en titre du paternaliste. On parle d'une écœur en titre du gouvernement décide pour nous. Et présentement, ça a été bon au début, mais là, présentement, on ne comprend plus en tant que citoyen pourquoi. Parce qu'on se dit, si tu veux avoir ta liberté, va te faire vacciner, va faire attention. Là, on met encore tout ça sur le système hospitalier. Puis c'est vrai, là, écoute, on le voit au niveau du délestage, on voit au niveau des mesures, on va en parler tantôt, là, du fonctionnement du réseau de la santé. Mais il reste qu'il y a des gens dans leur quotidien qui font « Mais non, là, je fais tout, moi, puis j'ai plus de vie. Qu'est-ce qu'on fait? » Fait que là, à cause d'une minorité, mais oui, là, oui. c'est là qu'on a une vision paternaliste. Puis là, ce qu'on voit, c'est un développement aussi d'attractivité pour les deux pôles. Donc, on a le Québec solidaire qui est très à gauche avec le plus de pouvoir à l'État, puis c'est l'État qui offre le plus de... C'est l'État-providence qui offre le plus de services aux citoyens. Donc là, on parle vraiment de si on mettrait donc plus de soutien financier aux gens qui vivent. Donc, on continuerait les normes, les mesures, mais tout en allégeant à la maison. Plus d'argent, plus de... Donc, ça, c'est un pôle. C'est qu'il y en a qui veulent ça, mais il y en a d'autres qui font comme... c'est parce que je vois la dette qui augmente, puis moi, je suis tannée que le gouvernement décide pour moi, puis je suis tannée d'être obligée, puis de vivre avec les conséquences d'un gouvernement qui ne semble plus, parce que ça, c'est le genre de commentaire, qui ne semble plus avoir le contrôle, puis qui reste... puis là, ça peut aller très loin. Puis là, moi, je pense aussi aux entrepreneurs, là, parce qu'à un moment donné, on dit, on va suivre, mais là, je veux dire, il y en a beaucoup là, qui sont à côté, là, puis à un moment donné, à attendre les aides gouvernementales tout le temps, tu as l'impression de ne pas pouvoir faire ton métier, tu as un sentiment de perte de fierté, puis d'être au crochet de la société en attendant qu'on puisse faire de la business, en fait. Tu sais, dans le fond, tu vas être encore mieux que moi pour en parler, la différence entre la gauche et la droite. Ouais. Là, présentement, la majorité des grands partis, c'est pas mal du centre qui tendent vers la gauche ou la droite. Donc là, on voit quand même une distanciation. Là, on s'approche de plus en plus des extrêmes entre la gauche et la droite, dû à une écœur en titre, en se disant, bien, si on reste dans le centre, bien, on va rester dans les mêmes patterns. Oui. Bien, tu sais, c'est un peu plus complexe que ça, dans le sens où, par exemple, techniquement, la CAQ est un parti avec une idéologie un peu plus à droite, mais en ce moment, il gère pour beaucoup de choses assez de manière paternaliste, mais d'une autre, il y a beaucoup aussi, on investit beaucoup d'argent. Donc, parce qu'on avait les coffres pleins là, suite à l'époque Couillard-Charest. Donc, on a pu investir. Donc, la gestion, elle est différente. Donc, pour certains aspects de la société, on peut être à droite et pour certains, être à gauche. Donc, ce n'est pas aussi simple que dire. Et à l'intérieur d'un parti, il y a un éventail de gens
qui sont autant à droite qu'à gauche. On n'a qu'à penser, entre autres, au Parti québécois, qui est un parti d'idées, donc faire l'indépendance, mais qui rassemblait des gens comme Jacques Brassard, qui était plus à droite, et des gens plus à gauche, comme Sylvain Gaudreau, par exemple, qui ne sont pas de la même génération, mais c'est des gens quand même qui gouvernent avec tu sais, si on regarde une image globale, on parle vraiment plus d'une gouvernance plus centriste. Là. Donc, en fait, c'est drôle quand on dit ça, la droite et la gauche, parce que si on se compare à ce qui se passe ailleurs, je veux dire... on est pas mal au centre. On est assez centriste, mais un peu plus des mesures de droite, de gauche. Mais je pense que nos gouvernements, on est dans un État qu'on a investi beaucoup dans l'État-providence pendant longtemps et qu'on a des filets sociaux, on y est attaché, puis qu'on veut conserver, en fait, notre niveau de vie, puis on va prendre des mesures en fonction de ça. Mais c'est pour ça que ça parle quand même de l'état des cœurs aiguës des citoyens, de cette façon-là. Absolument. Donc, tu sais, on a parlé des gros chiffres pour le Parti conservateur. Moi, il faut se dire, premièrement, il faut regarder au niveau des sondages, c'est eux qui l'ont demandé. Donc ça, c'est une première chose à voir. Là. On a-tu le nombre de membres qui sont du Québec solidaire? On n'a pas de comparatif. On voit qu'il y a une augmentation de leur côté, mais est-ce qu'il y a une augmentation au niveau du Québec solidaire pour voir quel est le mouvement politique qui se passe auprès de nos citoyens présentement? Donc, il y a ça qu'il faut prendre en compte. Mais la différence, c'est que Québec solidaire est un parti majeur depuis longtemps. Le Parti conservateur du Québec, c'est un parti très jeune. Très jeune. Ben, pas très jeune, c'est un très vieux parti, mais qui était confiné à moins de 1 % des intentions de vote. Parce que, je veux dire, la dernière fois que le Parti conservateur a été fort au Québec, il faut remonter avant l'Union nationale. Donc, on parle des années 20, des années 30. Puis, tu sais, on parle d'une recrudescence depuis qu'ils ont pris un chef qui a fait les médias, Éric Duhem. Oui, exactement. Donc, on voit aussi que M. Duhem a beaucoup plus de connaissances puis beaucoup plus de relations ou qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un excellent démagogue. C'est ça. Mais il y a une bonne stratégie de communication. Parce qu'en politique, c'est soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Puis là, présentement, il ne l'avait pas. Mais en ayant Éric Duhem, on concentre vraiment sur la stratégie de communication, la stratégie de on veut plus pareil, que ce soit bon ou mauvais. Mais il faut qu'on entende parler de nos idées, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, il y a ça qui rentre aussi en compte. Absolument. Mais c'est parce qu'il profite de la vague. Il profite de la vague COVID, il profite de l'écœurantite. Et c'est légitime de la part d'un parti parce qu'il n'y a pas un parti qui existe pour faire de la... C'est pour représenter des idées politiques qui sont partagées chez les citoyens. Et ce qu'on voit ici, c'est partout dans le monde. Là. Il y a des partis de droite qui ont le vent dans les voiles partout dans le monde et beaucoup en cause du contexte mondial et en lien avec la COVID. Donc, il ne faut pas penser là, que c'est unique au Québec. Là. Non, mais ça reste quand même, c'est important parce que moi, je serais curieuse, peut-être à une prochaine émission, après avoir fait une recherche, je serais curieuse. Dans quel moment dans l'histoire on s'est retrouvé dans une situation, puis qu'est-ce qui est arrivé après? Parce que qu'est-ce qui est arrivé après la grippe espagnole? Bien, en fait, économiquement, au bout de 5 ans, puis collectivement, on était revenu au même point qu'avant. Mais au niveau des politiques, qu'est-ce qui avait été choisi? Comment ça s'est transformé? Donc, c'est ce que moi, je veux voir, qu'est-ce qu'on a de pareil, qu'est-ce qu'on a de différent face à des situations qui sont relatives. Il y avait moins de réseaux sociaux à l'époque de la grippe espagnole. Oui, bien ça, je pense pas que les réseaux sociaux sont une question qui change énormément. Je pense que ça intensifie. Ça polarise davantage. Ça polarise, mais je pense que ça fait juste augmenter la visibilité des éléments. Donc, tu sais, ça va pas changer la perception des gens, mais c'est comme mettre une loupe dessus. Ça grossit plus vite, ça accélère le mouvement, puis ça l'amplifie énormément au niveau visuel, mais aussi au niveau des impacts. Donc, tu sais, c'est un outil, là. OK. Puis là, je vais faire le switch parce qu'on parle de COVID et de politique. Là, on a vu que ça a fait mal à la CAQ, on est en électoral. Fait que là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Le docteur Arruda est parti. Et là, on change le fonctionnement du réseau de la santé. L'idée, c'est de ne plus donner 100 de soins à quelqu'un, mais de donner 80 de soins à tout le monde. Oui. Donc, de diminuer un peu la qualité des soins, mais pour être capable de traiter tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai plusieurs éléments là-dessus. Ça, je pourrais... 1 minute 30. S'il te plaît, donne-moi un peu plus de temps, parce que c'est un gros sujet. Vas-y. Présentement, c'est remettre la responsabilité des citoyens face à leur santé. Au début de la pandémie, c'était des héros, les gens qui sont dans le système de santé. On a un vaccin.
Puis là, on demande aux gens, prenez votre responsabilité. Puis 10 de la population dit non. Et c'est les médecins c'est les pharmaciens, c'est les autres qui, c'est plus des héros, c'est plus des gens qui sont au combat depuis qu'ils ont demandé aux gens de prendre une responsabilité. Donc là, on se retrouve à faire comme, OK, on veut en donner, on veut donner, mais là, il faut faire le choix. Soit on donne un service A+ à la minorité qui est les plus malades, parce que c'est les gens qui sont sous respirateur artificiel, donc on parle des gens qui sont les plus endommagés par la maladie. Soit on donne 80 à tout le monde, peu importe leurs idées politiques, mais qui va permettre d'avoir les chirurgies en oncologie, qui va permettre de retrouver qui va permettre de remettre la machine dans le bon sens, mais de responsabiliser les gens aussi face à leur santé. C'est responsabiliser en disant tu ne veux pas te faire vacciner, aie conscience que si tu tombes malade, il va y avoir une infirmière qui va venir une fois par jour, mais ça veut dire que tout ton entourage va devoir être à ton chevet. Ça veut dire que c'est des gens autour de toi qui vont surveiller ton oxygène. C'est des gens autour de toi qui vont te laver. C'est des gens autour de toi. Veux-tu vraiment que ça soit ta blonde qui te torche le derrière parce que tu es malade à la maison, parce que tu n'as pas voulu faire le vaccin? Pose-toi des questions. C'est ça, responsabiliser les citoyens face à la situation. Donc, il y a des gens qui sont prêts à le faire, puis il y en a qui sont naturellement, puis ils sont des proches aidants, puis il y en a qui sont prêts à le faire. Puis moi, par exemple, je suis prête à le faire pour les gens de ma famille. Mais ça demande aussi de se responsabiliser face à sa santé. Tu veux pas... Puis, tu sais, mais il y a une affaire aussi. Tu sais, la sensibilisation, ça prend du temps. Oui. J'écoutais hier à la radio une entrevue et je ne me rappelle plus du nom de la personne, je suis désolé, mais il disait qu'on a commencé à faire de la sensibilisation pour le port de la ceinture de sécurité dans une auto dans le milieu des années 70. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, on est à 97 %. Il y aura toujours des irréductibles de gens qui portent la ceinture. Mais si tu vas t'asseoir en arrière, on passe de 97 à 75 % parce que la prévention pour mettre la ceinture quand tu es assis en arrière a commencé juste à la fin des années 80. Fait que tu sais, en ce moment, là, notre 90 % de gens vaccinés, là, c'est grandiose. Mais il ne faut pas oublier, on va reparler un peu des réseaux sociaux. Oui. Quand je te dis que ça amplifie aussi l'effet de la sensibilisation. Donc, ce n'est plus une affaire de 40 ans. Il y a des changements qui se font, par exemple, dans des mouvements culturels qui se font beaucoup plus rapidement grâce aux réseaux sociaux. Puis la sensibilisation est aussi plus rapide. Tu sais, il n'y a pas juste les affaires négatives qui s'amplifient, il y a des affaires positives aussi qui s'amplifient ces réseaux sociaux. Le but... C'est vrai, tu as raison. Donc, tu sais, il ne faut pas juste dire « dans 40 ans, ça va être réglé ». Là, présentement, c'est responsabiliser les gens face à leur santé. Ça fait 2 ans qu'on est là-dedans, puis ça fait 2 ans qu'on est dans... là, ça va faire 1 an depuis le début de la vaccination, parce que ça va faire bientôt 1 an qu'on se fait vacciner au Québec, un peu plus d'1 an. Puis là, c'est responsabiliser les gens en disant « OK, on a vécu dans l'anxiété, on a vécu dans la peur, puis si on veut s'en sortir, comme on fait avec des gens qui ont des phobies, c'est qu'il faut prendre en responsabilité de notre peur, il faut prendre en responsabilité, apprendre à mieux la connaître, aller chercher les outils qui sont déjà, puis devenir responsable de notre propre situation sur comment le vivre avec. » Présentement, à l'Union européenne, la représentante de l'Espagne a demandé à l'Union européenne de changer le statut de la COVID de pandémie à endémie. Ça veut dire que ça devienne le même statut qu'une grippe. Ouais. Parce qu'une grippe, c'est pas un rhume. Une grippe, tu peux te retrouver en hôpital. Oui, il y a des gens qui meurent de la grippe à toutes les années. Et mon père, genre, se fait vacciner pour la grippe depuis quoi, 20 ans? Là, puis la grippe en question, qu'est-ce qui a fait le changement? C'est dès qu'il y a eu des antiviraux, dès qu'il y a eu une médication qu'on peut donner lors de la maladie, pas en prévention. Et là, ça ne fait que moins de 2 semaines que Santé Canada a approuvé un antiviral pour la COVID. À 800 $. Oui, à 800 $. OK? À 800 $, puis il faut que tu prouves que tu as eu la COVID. Il faut que tu le prennes, mais que tu saches que tu as eu la COVID, donc des symptômes maintenant. Donc, ça te prend déjà 24 heures avec les tests rapides de le savoir. Ça devient compliqué, là. Ça devient compliqué, mais de là, responsabiliser les citoyens. De là, se responsabiliser en disant comment je vais vivre avec cette maladie. De là, c'est là que... Penses-tu qu'on devrait responsabiliser les gens? Je niaise parce que ça fait vrai 40 fois que oui. tu dis le mot responsabilité. Ça reste quand même qu'on a vécu dans l'anxiété puis on a entretenu en tant que société, avec notre gouvernement, l'aspect de peur.
Puis Oui. Puis là, c'est quelque chose à court terme que la peur est utile. Oui. Mais là, présentement, ça est en train de se transformer en anxiété sociale. Ben oui, puis là, parce qu'on porte ça collectivement, là. Partout où je vais, je fais attention, on avait mes mains, pas-tu mon masque, les affaires, là, c'est qui t'a vu, toi? Puis là, c'est générationnel aussi, parce que là, les enfants COVID, il y a plein de choses. Donc, c'est là qu'il faut... c'est comme un enfant qui a peur. Il faut que tu l'accompagnes pour qu'il vienne à gérer sa peur, puis qu'il comprenne sa peur, puis qu'il trouve des solutions pour gérer lui-même ses émotions. Désolée de comparer la population à un enfant de 3 ans et demi, ma fille a 3 ans et demi, mais ça reste qu'on est rendu là, en tant que population, de développer cette maturité-là de relation avec cette maladie-là. Ça veut dire que, oui, ça peut arriver, mais on peut mourir de la grippe, on peut mourir d'autres choses. Mais là, maintenant, on a des outils. On a des vaccins qui nous permettent de se protéger, d'avoir des moins gros symptômes. On a des antiviraux qui vont faire que si on se retrouve à l'hôpital puis qu'on a peur, on a des outils pour augmenter notre chance de survie. OK? Mais il va falloir aussi être capable de vacciner une plus grande partie de la planète parce que les taux de vaccination puis comment les pays du Sud, en fait, ont de la misère à pouvoir... C'est de là que viennent les variants. Ben oui, absolument. Mais ça veut dire que... ça va continuer si on n'est pas capable d'offrir des vaccins aux pays pauvres. Mais il y a plusieurs éléments là-dedans. Je suis d'accord, il y a une question de pouvoir économique. Là, quand on dit hey, on est touché grave par la COVID, compare-toi au reste de la planète, tu vas voir qu'on est pas mal privilégiés. OK? On est pas mal privilégiés. Tu perds ta job, on te donne de l'argent. Si tu t'en vas chez vous, tu peux faire, tu sais, on t'a organisé un peu. On va te donner des ordinateurs à tes enfants. Puis là, présentement, c'est on a un nouveau variant. Pourquoi? Dans un pays qui n'a pas accès aux vaccins. Puis toi, tu te plains, puis tu fais perdre des vaccins qu'on a dans nos pays. Tu en fais perdre parce qu'il y a des dates d'expiration là-dessus. Parce que tu dis, ça me tente pas. Parfait, ça te tente pas. Mais ça empêche des gens qui le veulent dans des sociétés qui sont encore plus à risque dû à la proximité. Secondes. Ça me purge de voir comment on gaspille nos ressources puis qu'on n'est pas prêt. Ceux qui sont contre les nouvelles mesures du système hospitalier, je peux comprendre, il y a une question de qualité des soins. Mais, s'il vous plaît, il faut mettre du sien. Puis si on est capable d'en mettre un peu, puis qu'on est capable d'assumer, bien, laissons les autres qui veulent s'en sortir le faire. Merci. Et arrêtons de se plaindre. Joanie, on le sent que tu tiens ça à cœur. Je n'aurai pas le temps de parler de l'Ukraine, pays que j'ai visité en 2007 et puis qui est dans une situation particulière, ni des Jeux olympiques. On en parlera peut-être la semaine prochaine. Sinon, ben, passez une belle semaine. Merci, Joanie. Merci, Pierre. Nous, on se dit bonne semaine.